Saliagas. La tête de liste de La République En Marche, l'ex-ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est votre invitée Audrey Crespo-Mara. Mesdames. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Nous sommes le 29 mars. C'était la date prévue pour le Brexit avant qu'il ne soit reporté. L'indescriptible chaos qui règne aujourd'hui au Royaume-Uni n'est-il pas votre meilleur argument de campagne? Écoutez, d'abord c'est triste, mais ça rappelle qu'il y a 3 ans, des apprentis sorciers ont vendu aux Britanniques des solutions simplistes en leur disant tout ira mieux si on sort de l'Union européenne. 3 ans plus tard, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils sont divisés, l'Angleterre est au point mort. C'est effectivement quelque chose qu'il faut rappeler. Je me souviens de Marine Le Pen qui disait il y a 3 ans, la liberté a gagné, vivement le Frexit. Elle a un peu changé. Je ne sais pas, il faudra lui demander. Donc c'est votre meilleur argument, ce qui se passe au Royaume-Uni. Theresa May joue sa dernière carte, sa démission. Si vous aviez un bref message à adresser aux députés britanniques qui aujourd'hui vont voter pour la 3e fois, quel serait votre meilleur argument pour les inciter à voter l'accord de retrait? Écoutez, c'est leur décision. C'est eux qui sortent, c'est eux qui doivent savoir où ils veulent aller. Ils peuvent sortir en douceur avec cet accord qu'on a négocié pendant des mois. Ils peuvent sortir en claquant la porte, ce n'est dans l'intérêt de personne. Et pas de la France non plus. Mais il faut aussi qu'ils se décident parce que les Européens ont un petit peu d'autres priorités que d'attendre que le Royaume-Uni ait pris sa décision. Ça ne peut pas durer. Nathalie Loiseau, avant de devenir numéro 2 de votre liste, La République En Marche pour les Européennes, Pascal Canfin reprochait à Emmanuel Macron de ne pas tenir parole. Il avait d'ailleurs refusé de remplacer Nicolas Hulot au gouvernement. Alors que lui avez-vous promis pour qu'il retourne sa veste ? Pascal Canfin n'est pas un homme qui retourne sa veste. Pascal Canfin dire non puis oui en 6 mois, c'est retourner sa veste, non? Ça n'est pas retourner sa veste, c'est avoir des convictions, vouloir les porter là où c'est efficace. Aujourd'hui, la transition écologique, c'est une urgence. Ça n'est pas une option, ce n'est pas la 35e de 75 propositions, c'est une urgence. Donc c'est votre priorité pour les Européennes, c'est ce que vous lui avez promis? C'est la priorité en termes chronologique, il faut agir tout de suite et il faut agir massivement. Nous sommes tous convaincus sur la liste que nous devons ça à notre jeunesse, à nos enfants, de préparer l'Europe à faire ce grand bond vers une Europe verte qui protège la planète, qui protège notre avenir. À l'occasion du grand débat, les Français ont pourtant clairement dit que leur priorité, c'était la hausse du pouvoir d'achat. En supprimant la hausse de la taxe carbone, le gouvernement a donné la priorité au pouvoir d'achat sur l'écologie. C'était une erreur ? Ça n'était pas une erreur. On ne peut pas faire payer aux travailleurs les plus pauvres ou à ceux qui roulent beaucoup tous les jours le prix de la transition écologique. Donc c'est plus une priorité. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe. L'Europe, elle a financé beaucoup de choses à travers l'ensemble du continent pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, il faut qu'elle finance les renouvelables. Aujourd'hui, il faut qu'elle finance l'efficacité énergétique. Il faut qu'on arrête d'avoir des passoires thermiques partout à travers les territoires. On a besoin de l'Europe. L'Europe peut être la réponse, peut être la solution. Et puis, il faut aussi que ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris, qui sont sortis de l'accord de Paris, quand ils veulent commercer avec nous, se heurtent à nos modèles, à nos choix. On ne tue pas non plus nos engagements, Sur l'accord de Paris, non. On a besoin de les financer bien davantage. On les tient pour 2020, maintenant la question c'est 2030 et on veut arriver à zéro carbone en 2050. Nathalie Loiseau, vous reprenez le slogan d'Emmanuel Macron, remettre à plat Schengen. Oui. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Schengen, c'est une invention magnifique quand on abat les frontières intérieures, mais pas quand on oublie de contrôler les frontières extérieures. C'est ça qu'ont fait nos prédécesseurs. Les frontières extérieures n'étaient pas contrôlées. Aujourd'hui, il faut une police européenne des frontières. Il faut 10 000 hommes pour aider tous les pays qui sont face à un afflux migratoire à pouvoir mieux contrôler qui entre. Il faut qu'on puisse décider qui entre sur le territoire européen. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre destin. 10 000 hommes, vous dites, mais ça, c'est pas nouveau. En septembre dernier, Jean-Claude Juncker a déjà promis qu'il y aurait 10 000 gardes-frontières pour 2020. Votre programme, c'est finalement d'appliquer les décisions de la Commission européenne ? Non, on s'est mis d'accord avec Jean-Claude Juncker là-dessus. Simplement, il y a encore aujourd'hui certains qui préfèrent vivre du problème plutôt que de le régler, de trouver des solutions. Aujourd'hui, vous avez parmi les populistes en Europe des gens qui vous disent la question des frontières est une question de souveraineté nationale, il est hors de question d'augmenter la police européenne des frontières. Ça veut dire que ce sont des gens qui continuent à préférer qu'on puisse entrer n'importe comment pour après se plaindre qu'il y ait trop de migrants en Europe. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux des solutions européennes. Mais reprendre les 10 000 gardes-frontières, c'est ce que proposait déjà la Commission hier. C'est ce que nous lui avons proposé. Et la Commission nous a suivis. C'est un petit peu différent. C'est ce que proposait Emmanuel Macron dans le discours de la Sorbonne.
Vous dites qu'il n'y a aujourd'hui que 600 gardes-frontières européens pour surveiller les frontières extérieures. Ça veut dire que l'espace Schengen est une passoire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est totalement tributaire de la bonne volonté ou simplement de l'expérience de chaque pays. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un pays qui ne contrôle pas bien ses frontières bénéficie de la libre circulation pour ses propres ressortissants, mais fait aussi office, j'allais dire, de trou dans la raquette. Nous, ce que nous proposons quand on dit remettre à plat Schengen, c'est que on donne des moyens européens à tous, mais chacun est responsable. Et si on ne fait pas le travail, on ne bénéficie plus de la liberté de circulation. Lors des élections européennes de 2014, Marine Le Pen affirmait déjà que l'espace Schengen était une passoire. Elle avait vu juste? Marine Le Pen, son parti, est le premier parti de France au Parlement européen depuis 2014. Quel est leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont voté à Bruxelles et à Strasbourg par rapport à ce qu'ils disaient à Paris? Ils ont toujours été en contradiction. Ils n'ont rien proposé, ils n'ont rien apporté. Nathalie Loiseau, pour Marine Le Pen, l'objectif des Européennes, ce sera de battre Emmanuel Macron. De votre côté, votre objectif, c'est de battre Marine Le Pen. Mon objectif, les Européennes, c'est finalement le match retour de la campagne présidentielle. Mon objectif, c'est de défendre les intérêts des Français en Europe. Mon objectif, c'est de faire qu'on donne un avenir où les Français sont les gagnants de l'Europe. Je ne suis pas là pour faire des matchs retour. Apparemment, certains oui. Nathalie Loiseau, dans un livre publié en 2014, vous posiez la question suivante. Pourquoi le foulard islamique nous dérange-t-il davantage que le voile de Mère Teresa? Avez-vous trouvé la réponse à cette question? Je suis toujours du côté de la liberté des femmes. Je serai toujours contre l'oppression des femmes. Mais je suis aussi toujours pour la liberté de choix. Si une femme peut choisir la manière dont elle vit, je suis d'accord. Si une femme est opprimée, je suis contre. Mais le foulard islamique et le voile de Mère Teresa, c'est la même chose pour vous? Ça n'est pas la même chose, ça dépend ce qu'on en fait. Mais ce que je ne supporte pas, c'est cette stigmatisation. Pensez à quelqu'un comme Latifa Imzlaten. C'est la mère d'une des victimes de Mohamed Merah. C'est une personne remarquable, c'est quelqu'un qui défend nos valeurs de tolérance, de vivre ensemble, d'humanité. Cette femme porte un voile. Est-ce que j'ai le droit de la critiquer? Est-ce que je dois la montrer du doigt? Sûrement pas. C'est sa liberté, je la respecte. Mais pour vous, ce n'est pas la même chose que les voiles de religieuses, de bonnes sœurs. Écoutez, en France. Je veux qu'une femme puisse faire ce qu'elle veut. Je suis pour la liberté des femmes et je ne suis pas pour stigmatiser celles qui ont des droits à partir du moment où elles respectent leurs devoirs. Et quand Aurélien Taché, député de La République En Marche, dit que mettre un voile à une petite fille, c'est comme lui mettre un serre-tête, vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je connais bien Aurélien Taché, c'est un ami, mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que ce qu'on fait à des enfants, c'est quelque chose qu'on leur impose et ça n'a rien à voir. Donc il avait tort? Oui, il avait tort. Je lui ai dit. Merci Nathalie Loiseau. Merci.